Bonjour à tous, c'est le journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une. La crise humanitaire en République démocratique du Congo. La conférence des donateurs organisée par les Nations Unies à Genève a été boycottée par Kinshasa. 528 millions de dollars ont été promis, un montant très inférieur aux attentes des organisateurs. Le dernier adieu des Sud-Africains à Mamawini, les funérailles nationales débuteront ce samedi. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues à Soweto pour accompagner le cortège et rendre hommage à l'icône de la lutte anti-apartheid. Et puis nous achèverons notre série sur les sportifs sur le continent. Nous irons à la campagne en Égypte où une équipe féminine de football a été créée et les joueuses espèrent bien décrocher autant de titres que l'équipe nationale, l'une des meilleures formations d'Afrique. Mais d'abord, la colère de Kinshasa. Le gouvernement congolais a dénoncé la tenue de la conférence des donateurs à Genève. L'ONU et les ONG pointent du doigt la situation humanitaire avec plus de 7,5 millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire, un constat que réfute le gouvernement. Je vous propose d'écouter la réaction de Léonard Sheoki-Tundu, le chef de la diplomatie congolaise. Ce que nous avons refusé, c'est qu'on organise une conférence humanitaire sur la détresse en République démocratique du Congo en ignorant le gouvernement de ce pays. C'est tout à fait intolérable. Et je vous le disais, près de 530 millions de dollars ont été promis. C'est 3 fois moins que ce qu'attendaient les organisateurs et les ONG. Les associations d'aide humanitaire parlent de l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Écoutez la réaction du secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés. J'ai été choqué par le niveau de souffrance. 5 millions de personnes ont fui les violences pour survivre. Il y a des centaines de personnes armées là-bas, mais j'ai aussi été choqué par l'absence de réponse humanitaire internationale. Ce n'est pas bien que le gouvernement congolais soit absent. J'aurais espéré que l'on puisse s'asseoir tous ensemble avec le pays hôte et les Nations Unies pour demander des fonds. Mais le gouvernement a dit qu'il s'occuperait de ce problème sur le terrain avec les civils. C'est un feuilleton à rebondissement, celui des migrants africains en Israël. Benyamin Netanyahou est bien déterminé à les expulser. Ce vendredi, le gouvernement ougandais s'est dit prêt à en accueillir 500. Le ministre en charge des réfugiés évoque des motivations, je cite, purement humanitaires. Maud Julien. Malgré les cris d'alarme des organisations de défense des droits de l'homme, les autorités israéliennes ne renoncent pas à leur projet d'expulsion de milliers de migrants africains. Et pour certains d'entre eux, de déplacement vers des pays tiers, à savoir le Rwanda et l'Ouganda. Jusqu'ici, les deux pays étaient réticents à les accueillir, mais vendredi, pour la première fois, l'Ouganda a changé de discours. L'État d'Israël, en collaboration avec d'autres organisations de gestion des réfugiés, a demandé à l'Ouganda de permettre à environ 500 réfugiés d'origine érythréenne et soudanaise d'être réinstallés en Ouganda. Je veux qu'il soit bien clair que le gouvernement et mon ministère, nous envisageons positivement cette demande. La mesure est controversée pour plusieurs raisons. D'abord, selon les organisations de défense des migrants, les conditions d'accueil ne sont pas bonnes dans ces deux pays. Nous savons que le sort des personnes là-bas est très dur. Nous savons que l'Ouganda et le Rwanda ne sont pas à la hauteur des engagements qu'ils prennent et qu'ils ne donnent pas aux personnes un statut qui leur permette d'y vivre en sécurité. Par ailleurs, cette mesure entre dans un projet plus large qui concerne environ 37 000 migrants auxquels on donnerait le choix entre un retour dans leur pays d'origine, un départ vers un pays tiers ou une détention pour une durée indéterminée. Ma vie ici en Israël est comme un ballon flottant dans la mer qui se déplace au gré du vent, ou plutôt au gré de la volonté du gouvernement israélien. Des organisations de défense des droits de l'homme avaient réussi à faire suspendre le projet du gouvernement israélien en saisissant la Cour suprême. Et un accord avait été passé avec l'ONU prévoyant l'accueil de près de la moitié d'entre eux par des pays occidentaux. Mais au début du mois d'avril, le Premier ministre israélien est revenu sur cet accord, laissant des milliers d'Africains en Israël à nouveau dans l'incertitude. Les Sud-Africains s'apprêtent à faire leurs adieux à Winnie Mandela. Les funérailles nationales ont lieu demain à Soweto. En attendant, ce vendredi, le cercueil de la mère de la nation a été escorté de la morgue jusqu'à sa maison de Soweto. C'est une page de l'histoire sud-africaine qui se tourne, celle d'une icône de la lutte anti-apartheid, adulée par certains et décriée par les autres. Les précisions de notre correspondante Caroline Dumais.
Il y a eu 10 jours de deuil national ici en Afrique du Sud et toutes les journées ont été émouvantes. Aujourd'hui particulièrement, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Soweto pour escorter la dépouille de Mama Winnie, de la morgue à sa demeure. Ce sont des images très impressionnantes, un hommage populaire incroyable, surtout quand on sait que Mama Winnie n'était plus très populaire au sein de l'ANC ces dernières années. Elle était considérée comme trop radicale. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de parler des choses qui fâchent, ni de la corruption qui a entaché les dernières années de sa vie, ni de la violence des années de l'apartheid. On parle de la combattante de la liberté et tout le monde, petit ou grand, lui rendront hommage demain. Demain, journée d'enterrement, elle commencera très tôt à son domicile. La population est invitée à marcher avec le cercueil jusqu'au stade d'Orlando où on lui rendra hommage avant d'être enterré à Soweto. En France, le centre de premier accueil de Paris vient de fermer ses portes. Conséquence, les campements de migrants grossissent à la porte de la Villette dans le 19e arrondissement. Le reportage de Hamza Mohamed, Nicolas Germain et Zora Ben Miloud. Ahmed vient de la province du Darfour au Soudan. Il est à Paris depuis 2 mois. Dès son arrivée dans le nord-est de la capitale et la fermeture du centre de premier accueil de Paris, il a vu le nombre de tentes exploser. Il a fui un pays où le même président est en poste depuis près de 30 ans. Au Soudan, il y a un pouvoir dictatorial qui exerce toutes sortes de pressions sur la population. Le gouvernement ne s'occupe de rien, c'est pour ça que j'ai quitté le Soudan. Je suis arrivé en France en février. Beaucoup ici viennent du Soudan mais aussi d'Érythrée. 1400 actuellement, selon l'association France Terre d'Asile. Ahmed est aujourd'hui très remonté contre la politique européenne d'immigration. La raison de l'afflux des migrants dans l'Union européenne, c'est l'existence de pouvoirs dictatoriaux soutenus par les Européens. L'Union européenne finance ses gouvernements pour qu'en échange, ils empêchent la migration. Mais en réalité, ces dictatures encouragent les flux. La plupart des migrants de ce campement sont appelés des Dublinés dans le jargon de l'administration française. Cela veut dire que leurs empreintes ont déjà été relevées dans un autre pays européen. Ils ne peuvent donc pas déposer leur demande d'asile en France, mais seulement dans ce premier pays où ils ont été enregistrés. La France est donc en droit de les reconduire à sa frontière. Une loi qui complique le quotidien de ces Dublinés déjà en immense difficulté. Elle bouscule les codes dans un univers jusque-là très masculin. La Nigériane Amy Jedisimi a été consacrée meilleure jeune dirigeante africaine 2018 lors du Forum continental des chefs d'entreprise à Abidjan. Elle est à la tête de l'ADOL, un espace technique naval situé sur le port de Lagos. Son portrait signé Moïse Gomis. Contribuer au réveil industriel du Nigeria, c'est l'ambition d'Amy Jedisimi. La directrice de l'ADOL veut créer à moyen terme plusieurs dizaines de milliers d'emplois à Lagos. Et pour cela, elle supervise les moindres détails de développement de son entreprise, même les points les plus techniques. Because RFID tagging is something that comes up all the time, and my suggestion is it gets added on after the items are put away. L'ADOL propose des services logistiques dans le pétrole et le gaz. Ces opérations se font sur une île de Lagos. Depuis la fin mars, cette zone industrielle s'est vue décerner un statut portuaire par les autorités nigérianes. Créée en 2001, l'ADOL emploie aujourd'hui plus de 1000 personnes. Amy Jedisimi a joué un rôle clé dans le développement de la société en levant des fonds par dizaines de millions d'euros. The biggest challenge I have is that I'm running a Nigerian company and I'm a woman. The world is very unforgiving of mistakes by Nigerian-run companies and by women, so we have to make sure that we don't make any mistakes. À 42 ans, Amy Jedisimi assume une trajectoire atypique. Diplômée en médecine, elle bifurque vers la finance en rentrant chez Goldman Sachs à Londres, puis elle rejoint un fonds d'investissement en Afrique du Sud. Au milieu des années 2000, elle rentre au Nigeria avant de s'imposer comme femme dirigeante dans la logistique pétrolière et gazière. Young girls, young ladies do have role models now across the country in public and private sector that they can look up to. And I think the government recognizes, the private sector recognizes that we have to invest in women. To the extent that I can drive that I can be an example, that I can help achieve that, I'm very, very proud.
Amidia Dessimi s'affirme comme une figure montante de l'industrie africaine, un secteur économique où les femmes sont sous-représentées. Et un autre secteur où les femmes sont sous-représentées, c'est le monde du sport. Pour clôturer notre série sur les femmes sportives en Afrique, nous nous rendons en milieu rural en Égypte, où former une équipe de football féminine n'est pas une mince affaire. Nicolas Germain. La province de Minya se situe à plus de 200 km au sud du Caire. C'est ici qu'Aymanta a fondé une équipe de football féminine. Ce ne fut pas facile dans cette zone rurale où le poids des traditions est plus lourd que dans les grandes villes. Les filles peuvent faire de la natation, du squash, du tennis. C'est normal ici. Mais jouer au football, c'est considéré comme peu conventionnel. J'ai eu beaucoup de problèmes, surtout au début. J'ai dû annuler de nombreux entraînements car les garçons essayaient de draguer les filles, ou bien les parents n'étaient pas à l'aise avec l'idée que leurs filles jouent au football. C'est la première équipe 100% féminine dans cette région d'Égypte. Le problème est qu'on s'entraîne ici, à la campagne. Et les gens disent, comment des filles peuvent-elles jouer au football? Avec chaque sport, ça a été comme ça au début. Toute initiative qui vise à permettre à des filles de faire du sport, de la gym, du foot, etc. Au début, les gens résistent car elles ne sont pas habituées à ça. Ces filles rêvent de décrocher un jour autant de titres que l'équipe nationale masculine, car l'Égypte est l'une des meilleures formations du continent. Elle a déjà remporté 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur France 24. Cette semaine, nous vous emmenons dans les coulisses du Bureau des légendes, l'une des séries télé françaises les plus regardées en France et à l'étranger. Le succès des séries françaises, c'est le sujet du nouveau numéro de 7 jours en France. 7 jours en France, à voir sur France 24 et France24.com.